Bienvenue dans Zone Grise, le podcast où la vérité n'est ni noire ni blanche. Alors, Exactement. qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Du coup, deuxième partie. Un mois après. Un mois après. Ouais. Deuxième partie, donc on avait abordé la richesse pécuniaire. Ouais. Maintenant, on va aborder la richesse de la vie. Voilà. Donc, j'ai noté un petit peu plusieurs thèmes qu'on allait aborder. Je pense qu'en premier, on va aborder la santé. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire dessus. Voilà. En deuxième, croissance personnelle ou évolution. Voilà. Donc, là-dedans, on mettrait un petit peu nos expériences personnelles, ton parcours, le mien, etc. Plus ou moins. Ensuite, l'environnement. Environnement, très important. Très important. Voilà. Et en dernier, ma partie fétiche, la spiritualité. Voilà. Ok. Donc, alors, en quoi pour toi, la santé aujourd'hui permet quelque part d'être riche dans la vie? Ouais. Bon, déjà, pour commencer, la santé, ça te permet d'être fonctionnel dans un premier temps, d'être opérationnel, de pouvoir, je sais pas moi, te mettre dans de bonnes conditions pour bosser. La santé, pour moi, tu vois, elle est primordiale. Si t'as pas la santé, tu te retrouves directement, t'es bloqué. C'est surtout qu'en fait, c'est quand même un sujet aujourd'hui, je trouve, hein, selon moi, je trouve que c'est quand même un sujet qui est très très sous-estimé. Ouais. Voilà. Parce que, grosso modo, on va dire que il y a eu quand même une certaine américanisation de la France, Ouais. quelque part. Donc, on va dire que c'est à peu près, je crois que c'était à peu près d'ici là. Je crois que c'était depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a eu donc c'est juste pour le côté un petit peu historique, tu sais. Il y a eu le débarquement des Alliés et à l'époque, il y a eu un espèce de pacte entre l'Amérique et l'Europe, ce qui fait que aujourd'hui l'Amérique a vachement déteint, on va dire, sur l'Europe, et on s'est retrouvé justement avec beaucoup de fast-food, beaucoup de on va dire de façon en fait de t'empêcher de cuisiner, alors que sachant que la base en fait en réalité pour quelqu'un c'est de savoir cuisiner. T'en as qui savent même pas cuisiner, qui ne savent même pas mettre, on va dire entre guillemets, de la couleur dans les assiettes, quoi. C'est ça, t'as totalement raison. Donc c'est pour ça qu'en fait au niveau de la santé, t'as la santé physique et la santé mentale. Et l'un ne va pas sans l'autre. Quelque part, c'est un esprit sain dans un corps sain. On en parlera après, ça. Hein, on parlera après. Mais voilà, c'est vrai que ce qui est côté santé physique, si t'arrives pas à mettre de la couleur dans ton assiette, comme tu disais, très vite t'es limité, t'es une loque, tu deviens un assisté de la société, t'arrives pas à te lever, ça devient très compliqué pour toi. Non, tu deviens un morceau, un légume. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui résume très bien la chose, c'est « Nous sommes ce que nous mangeons ». Je crois que c'est Jeanne Goudal, je crois. Je crois que c'est un livre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui résume énormément la chose. Après, il y a il y avait un ami à moi qui m'avait posé une question un jour, parce que c'est vrai que, en fait, nous, en général, les gens, ils font le lien, vu qu'on est sportif, on va dire, on est sportif régulier, etc., on est dans le développement physique, etc. Forcément, les gens, ils lient, si tu veux, ce mode de vie sain, justement, avec le sport. Mais alors qu'en fait, en réalité, tu peux très bien faire du développement physique ou du tennis, tu vois, qu'importe le sport ou même pas de sport en réalité, l'alimentation, ça reste absolument la base. Et il m'avait dit une chose, il m'avait dit, je comprends pas, Maxence, comment est-ce que tu fais pour manger tout le temps de diète? Ben, en fait, la réalité, c'est que à partir du moment où tu as un repas qui est constitué de glucides, de lipides, de macronutriments, quoi, des 3 macronutriments, lipides, glucides, protéines, c'est pas manger diète, en fait. La réalité, c'est simplement juste manger normalement. Et le truc, c'est que ça, c'est, si tu veux, un symptôme du fait que les gens sont tellement habitués aujourd'hui, comme je te l'ai dit, à ne même plus cuisiner, en fait. Déjà, au-delà de ça, donc ils sont habitués à ne même plus cuisiner, mais aussi ce problème de surconsommation alimentaire. Ok, notamment avec manger ses émotions. Il y a ça, et du coup, ce qu'on disait avec les pactes qui sont passés, il y a eu la surpopulation, cet effet de mondialisation, en fait, donc à produire en masse, ça fait qu'aujourd'hui on est complètement dans la surconsommation. Tu regardes la moyenne des gens aujourd'hui, quand tu te balades un petit peu dans la rue, c'est un constat, hein, sans pointer du doigt. La moitié tu vas à la plage, les 3/4 des gens, ils ont la brioche, ils ont un petit ventre, tu vois, ça coule douce. Pourquoi?
parce qu'on est dans une surconsommation. Et en fait, aujourd'hui, si t'as pas ton bout de viande ou ton truc qui est bon dans la bouche, à chaque repas, additif. Voilà, chaque repas, bah t'es pas content. Alors qu'en fait, si tu veux, avant, faut savoir que le tissu adipeux que nous on se constitue, tu vois, quand on mange gras, etc. Ça vient se mettre dans le tissu adipeux, ça te crée des réserves de graisse. C'est ça qui fait que t'as la bouée, etc. Bien sûr. C'est ce qui te permet, en fait, c'est l'évolution humaine. Au temps de la préhistoire, bah en fait, ils avaient pas ça. S'ils mangeaient pas, et bah tu crevais la dalle. Ils avaient pas de système de stockage, en fait. Donc s'ils mangeaient pas, et bah ils crevaient tout simplement. Et en fait, au fil des années, donc des millénaires, t'as eu cette espèce la physiologie du corps qui s'est adaptée. Et en fait, maintenant, t'as ce système de réserve au cas où s'il y aurait des famines. Sauf qu'aujourd'hui, on n'y est pas du tout, en fait. La famine n'existe plus. C'est fou. En fait, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis et je vais rebondir dessus. Le problème, c'est que il faut comprendre que ce que tu manges, c'est ton carburant, en fait. Tu vas pas mettre, par exemple, dans une voiture diesel, tu vas pas lui mettre de l'essence. Et si elle marche pas, après, il faut pas s'étonner. Et en fait, c'est le carburant que tu mets dans ton corps. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que je trouve assez flagrant, en fait, c'est que je trouve que beaucoup de gens, du coup, ne respectent tout simplement pas leur corps, en fait. Tu nais, t'as une enveloppe corporelle, et en fait, tu la respectes. Je te dis pas spécialement de faire du développement physique, je te dis pas, on s'en fout de ça, c'est pas la question. Même si, selon moi, je trouve que il serait quand même intelligent d'aller voir jusqu'où ton corps est capable. Voilà, est capable d'aller. Voilà. Le truc, c'est qu'il y a un très gros problème aujourd'hui dans l'alimentation. Encore une fois, elle est encore là, c'est la dopamine. Et le problème, c'est que, on l'avait dit dans le précédent podcast, c'est vrai qu'on vit dans une société qui est affamée de dopamine. À l'époque, la dopamine, ça nous a toujours servi en tant qu'être humain. Tu vois, tu parlais de la préhistoire. Ouais. À l'époque, quand ils avaient besoin de manger, ils avaient besoin de cette dopamine qui crée le désir. L'un ne va pas sans l'autre. Et ils allaient chasser pour pouvoir manger. Donc en fait, finalement, c'est-à-dire que sans la dopamine, il n'y aurait pas eu de civilisation, etc. Parce que c'est la dopamine qui pousse les hommes à. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pour la survie, surtout. C'était pour la survie. Ouais. Elle servait énormément pour la survie. Mais aujourd'hui, en fait, tu te casses un truc, tu vas chez le médecin, t'es directement pris en charge. Bon. Ça dépend de quel pays, on va dire. On va dire qu'en France, c'est un petit peu compliqué, mais t'es quand même souvent pris en charge. Il y a un nourrisson qui va pas bien, il est pris directement en charge. C'est-à-dire, il n'y a pas tous ces facteurs, si tu veux. Ouais, qui te permettent l'action, effort, récompense. Exactement. Il y a pas tous ces facteurs-là, ce qui fait qu'en fait, on se fait marteler, et dont la bouffe, hein, c'est un petit peu c'est un peu le terme vulgarisé. La bouffe, qui est vraiment, je trouve, le premier facteur aujourd'hui. Je vais prendre un exemple de la dopamine pour que les gens y comprennent. Tu manges une fraise. Tu prends la fraise, tu la vois la fraise. D'un seul coup, t'as un gros shot de dopamine. Tu vois ? Tu dis, putain, je vais la manger, elle va être super bonne. Tu la manges, tu sécrètes un petit peu de sérotonine, dopamine pendant que tu la manges, etc. Et tu remarqueras qu'une fois que tu as fini de la manger, c'est comme quand vous finissez un plat, en fait, un super plat au resto, tout ça. Vous avez toujours, les gens le ressentent pas trop, mais quand tu arrives à le capter, eh ben, tu te dis, ah ouais, t'as un léger petit crash qui te dit, putain, j'ai fini mon plat. En fait, c'est la dopamine qui monte et qui recrache. Et le problème, c'est que, bon, après, c'est vrai que le problème, c'est que l'alimentation, on va dire, transformée, le problème, c'est que ça arrange pas les choses. Quand t'as énormément d'additifs et de sucre, surtout que le sucre, c'est la plus grosse des drogues. Faut pas chercher à comprendre. Le sucre. Voilà. Et sécrète directement dopamine, tu prends un bonbon, un truc, ça monte directement au cerveau. Puis voilà, puis du coup, les gens, ils reçoivent ce choc-là sans faire d'effort. Au final, t'as plus d'énergie. Plus d'énergie, t'as plus envie de rien. Je trouve comme ça. Et en plus, le problème, c'est qu'il y a tellement de sucre. Par exemple, tu vas manger un Burger King. La réalité, c'est que dans ton plat, il y a tellement de sucre que en fait, ton corps, il en reveut. Il reveut cette sensation de gratification instantanée. Et c'est pour ça qu'en général, t'en as qui tombent littéralement dans la malbouffe, en fait. Tout simplement. Ils veulent retrouver, si tu veux. En fait, faut juste tester une chose. Faut tester. Moi, je l'ai testé personnellement sur moi. J'ai testé beaucoup de choses sur moi. Pendant un certain temps, chaque soir, ou je sais pas, à chaque repas, peut-être pas à chaque repas, mais à condition de faire du sport, évidemment, les gars, mais tu manges un petit bout de sucre. Tu manges, je sais pas, un petit dessert, etc. Pendant une semaine. Et tu verras qu'en fait, la semaine d'après, ton corps, il va en redemander. Il va en redemander. Et en fait, en fait, il faut faire un sevrage. Ouais, il faut faire un sevrage. Il faut faire un sevrage. Moi, je sais que
que quand j'étais en période de compétition, donc de sèche pour les combats, bah, juste avant, bah, tu manges normalement, tu mets un peu de sel, tu mets un peu de trucs, tu mets un peu de miel dans ton yaourt, machin. Et puis arrive au moment où, bah, vas-y, bah, t'as pas le choix, va falloir que tu perdes 9 kilos en un mois. Bah, ça commence à devenir un petit peu plus drastique. Et du coup, tu lèves tous les sucres. Et je sais que les premières semaines, c'est compliqué. Très compliqué. T'ouvres ton frigo, t'es là, tu vois le miel au-dessus, tu dis, putain, ton bras, il est là, et je vais attraper le miel, hop, mais tu le fais pas, tu le fais pas. Et passer ces une semaine, donc ça dépend selon les personnes, bah t'as un sevrage, dans ce que tu disais. Et en fait, bah ça te dérange plus. Ça te dérange plus, exactement. En fait, tu t'habitues. Et le piège, c'est justement de te dire, ah bon, t'en as pas forcément envie. Je sais pas si ça te l'a déjà fait. T'en as pas forcément envie, mais tu dis, bon, vas-y. Je vais avoir mon shot de dopamine. Ça fait 2-3 semaines, pardon, que je suis en train de faire mon petit jeûne, mon truc, ça marche bien et tout. T'en as pas forcément envie sur le moment, mais tu dis, allez, je vais me faire un petit peu plaisir. Allez, tu t'envoies ton petit miel, tu vois. Et là, bah, tu retombes dedans. Et en fait, le jour d'après, t'es là, tu fais, ah putain, il faut. Je sais pas pourquoi j'ai une envie de sucre là, tu vois. Oui, mais et ça repart direct. Et le truc, c'est que c'est ça qui me. Je te mens pas que je suis assez affolé, mais de toute façon, on en avait parlé en off il y a un moment d'ailleurs. C'est que quand on va faire nos courses, par exemple, je sais pas, tu vas n'importe où, à Lidl, Auchan, tout ce que tu veux. Et souvent, on me fait la réflexion, on me dit, mais et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois même. Hein. La personne qui est derrière moi, elle me dit, ah, ça se voit que toi, tu fais du sport avec ce que tu manges. Je regarde son caddie. Tu regardes les caddies. Kinder Bueno et tout ça. En fait, tu t'affoles. Et la réalité, en fait, c'est que il y a quelqu'un auquel j'aime beaucoup me référencer. Enfin, j'aime beaucoup son contenu en ce qui concerne la nutrition. Tu vois, c'est Gilles Lartigot. Et il disait qu'en fait, la réalité, c'est que cette bouffe-là, tout ce qui est transformé, etc., c'est un empoisonnement à petit feu. Et les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, si tu déclares, je crois que il me semble que c'était 90%, si je dis pas de conneries, hein, 90% des cancers qui sont déclarés juste après 30 ans, je crois que ça vient de l'alimentation. C'est fort possible. C'est fort possible, du moins, que ça vient de l'alimentation, ou alors ce n'est pas, héréditaire. Tu comprends? Ouais. Voilà. Ah, ce n'est pas héréditaire, ce qui est lié à l'alimentation, c'est ça que tu veux dire? Ce n'est pas génétique, pardon. Parce que parfois, ça peut être génétique, hein, tu sais pas. Mais la plupart du temps, les cancers qui sont déclarés sont souvent causés à cause de la mauvaise hygiène de vie. Voilà. Parce qu'en fait, moi, je me rappelle, quand cette maladie, je pense, on bifurque un petit peu sur le cancer, mais la maladie du cancer, je sais pas si tu t'en rappelles, ça a commencé un petit peu quand on était jeune, à bien se déclarer. Bon, il y en a toujours eu, hein. Il y en a un. Mais quand on était jeune, on disait, ouais, c'est à cause de la cigarette. En fait, si t'avais un cancer, c'était que à cause de la cigarette. Et plus tu grandis, bon, certes, la cigarette, ça va pas t'aider. T'as la pollution, t'as le stress. Mais le pire. Perturbateur endocrinien. Tout ce qu'on a aujourd'hui. Exactement. Mais le pire, c'est l'alimentation. Qui transformait tout ce qu'ils vont te mettre, justement. Bah, le fait de la surconsommation, de la mondialisation, produire en masse. Bah, pour produire en masse et pour accélérer les choses. Ils sont obligés de t'envoyer des trucs, tu vois, dans tout et n'importe quoi. Tu vois. En fait, il faut comprendre que les grosses entreprises agroalimentaires, elles ne sont pas là pour la santé du client. Elles sont là pour faire du business. Elles sont là pour faire de l'argent. Ouais. Alors, tu vois, ça peut m'arriver d'en manger. Raconter, vas-y. Mais ça peut arriver. Je veux dire, tout le monde, je veux dire, à un moment donné. En fait, en réalité, ce que je pense, moi, personnellement, c'est que aujourd'hui, sur les réseaux, tu entends un petit peu tout et n'importe quoi sur l'alimentation. Et surtout quand tu es dans le développement physique, et les glucides pas le soir, et le jeûne intermittent, et je sais pas quoi, etc. Personnellement, moi, j'ai tout expérimenté. Mais en fait, je trouve que le plus important aujourd'hui, et souvent, tu remarques que c'est ça, en fait, en réalité, par exemple, des gens qui veulent développer leur physique, c'est simplement un rééquilibrage alimentaire. C'est tout simplement un rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire de se réorienter sur ce qui se rapproche le plus de la nature. Tu vas me dire le problème, c'est que, et dans l'idée de ce qu'on a de notre terroir. Je sais qu'il y a les prix, etc., c'est sûr. Mais les gars, si vous avez un abonnement Netflix, si vous avez un abonnement Amazon Prime, etc., votre argent, vous pouvez déjà le mettre. Vous pouvez surtout le mettre, dans votre alimentation. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Ça, je ne néglige pas. Ah oui, faut pas négliger l'alimentation. Je vois trop de gens, même les étudiants. Ah non, c'est bon, je prends le premier prix, je prends les vieux poulets là dans les barquettes. Attends mon gars, mais en fait, ok, c'est pas cher, machin, mais t'es en train de t'empoisonner en fait. Surtout qu'en plus, je crois que c'est, on avait discuté tous les deux. Tu te rappelles du fait que les poulets en abattoir, bon. Juste avant qu'on reparte dans autre chose, je voulais rebondir sur le fait que t'as dit
les sociétés ne sont pas avec toi. Tu vois, ils sont contre toi. En fait, ils veulent faire du business. Et j'avais entendu un truc, je vais essayer de la faire le... Je me rappelle plus l'entrepreneur qui avait raconté cette anecdote. Mais en gros, si tu veux, les sociétés agroalimentaires et la médecine, quelque part, ils sont comme ça. Ça, tu le sais pas, en fait. Et en fait, ils font du business entre eux. En fait, si tu veux, Ouais, d'accord, je comprends. c'est un entrepreneur qui avait décidé de vouloir lancer une recherche. En fait, il voulait faire une recherche scientifique. Il avait demandé justement à un laboratoire de médecine s'il pouvait financer ses recherches. Et en fait, ces recherches, c'était quoi? C'était, on va prendre des jeunes, ok? On va prendre des jeunes, je sais pas, entre 8 et 12 ans. On va leur faire manger. Il y a une partie de la population qui va manger sainement et une partie de la population qui va manger de la merde. Et on va voir l'évolution. Est-ce que plus tard, ça va engendrer des maladies, etc. Est-ce que potentiellement, ça pourrait amener au développement du cancer? Et en fait, donc c'était ça, je synthétise. Mais la recherche scientifique, c'était ça. Et il fait une démarche. Il va voir je crois que c'était un centre de recherche pour la médecine. Est-ce que vous pouvez me financer ça? Ça pourrait aider la médecine, etc. Et c'était un mec qui était, je crois qu'il était spécialisé dans le cancer, dans l'étude, recherche du cancer, etc. Il a dit, attendez, monsieur, mais moi, je vais pas financer cette étude. En fait, ça va tuer mon business, en fait. En fait, vous voulez que je finance quelque chose qui potentiellement va stopper les futurs cancers. Sauf que moi, en fait, je gagne ma vie grâce au cancer. Ouais. Donc, en fait, je vais pas te la financer, ton étude. Et à le partir du mec, moment où il te parle de chiffres au lieu de santé, de toute façon, t'as tout compris. et quoi. le mec est resté choqué. Je me rappelle, c'est un entrepreneur connu, là, qui passe à la télé et tout. Je me rappelle plus de son nom. Et, il est resté choqué. Mais même moi, ça me choque, en vrai. Imagine. Moi, ça me choque plus spécialement aujourd'hui. Hein. Ouais, mais t'es un peu dans, quand tu vis, je crois que j'avais appris ça, j'avais 20 ans, 21 ans, t'es un peu naïf au début. T'apprends des choses, mais t'es très naïf. On a tous mangé de la merde et tout. Ouais, À un et moment donné, on se rendait pas compte, en fait, qu'on s'empoisonnait. En fait, il y a un monde parallèle où tout le monde s'en bat les couilles de ta vie. Et tout le monde, ils en ont rien à foutre. C'est le business avant tout. Ah, le business, c'est fou, c'est hein. business, bien sûr. Ah, C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'effectivement, les grosses entreprises d'agroalimentaire, elles en ont strictement rien à foutre de la santé du consommateur. C'est vraiment purement business is business. Ouais. Mais je voulais parler du poulet en abattage. oui, c'est parce que je disais que en fait, faut comprendre quand la phrase "nous sommes ce que nous mangeons", en fait, elle se répercute bien sur cet exemple-là. Par exemple, les poulets en abattoir, etc. Quand tu vas, par exemple, chercher un poulet chez un éleveur, etc. Le poulet, il est extrêmement quali, il a été élevé plein air, etc. Il n'a pas été particulièrement stressé, le poulet. Par contre, quand tu es en abattoir, bon, déjà, tu vois l'état des abattoirs, etc. Voilà. En fait, le poulet, il accumule du stress. Ouais. Et en fait, je pense pas que ce soit, je sais pas, il n'y a pas eu de preuves spécifiques ni palpables, mais apparemment, quand tu manges ce genre de poulet d'abattoir, tu récupères le stress de l'animal. Ouais. Que ce soit pour le poulet ou que ce soit pour autre chose, hein. Le bœuf. Ouais, mais tu sais qu'en plus, il y a tellement, encore une fois, c'est parce qu'il faut simplement que les gens, ils aient un petit peu plus de curiosité intellectuelle, mais il y a tellement de livres aujourd'hui qui parlent d'alimentation, faut profiter de cette surinformation, faut profiter de toutes ces informations, etc. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup citer aussi quand je parle d'alimentation, c'est Anthony Berthoud. Tu vois, mettre du sens dans notre assiette, c'est un livre qui est assez long et tout, mais qui est super intéressant. Il y a pas beaucoup, même, j'avais lu Nutrition de la force, tu vois, de Julien Vénesson, c'était plus orienté sportif, etc. Mais tu comprends les bases de la nutrition. Tu comprends ce dont ton corps a besoin. Et j'ai une anecdote, et ça, franchement, je me suis fait, mais alors, plomber, par rapport à ça, beaucoup de fois par ma propre famille, il faut savoir. Le matin, moi, par exemple, je me lève et je mange 4 œufs. C'est mon déjeuner. Ouais. Et ça, le petit déjeuner, on dit que c'est le repas le plus important, etc. Ouais. Et tu vois aujourd'hui, c'est quoi, pour toi, regarde, c'est quoi le déjeuner classique pour les gens aujourd'hui? C'est bol de céréales, du petit lait, chocolat, tartine, voilà. Nutella. Il y a plusieurs problèmes là-dedans. C'est que on me disait, putain, mais tu te fais 4 œufs, c'est trop, l'albumine, etc. On me sortait des trucs de fou et tout. Moi, aujourd'hui, je dis plus rien. Voilà, j'ai mes connaissances derrière, je sais ce que je fais. Après, ma santé le prouve. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de... Les œufs, en fait, quand tu manges 4 œufs le matin, c'est simple. Tu as les protéines, les lipides et les glucides. Ça te fait un repas complet, en fait. Après, moi, j'en mange 4 parce que voilà, je dois, par rapport au développement physique, tout ça. Bon, bref, il y a d'autres critères. Mais ça, c'est pas le souci. Ça te fait un déjeuner qui est équilibré. Ça va te permettre, si tu veux, surtout quand on part au boulot, je les mange vers entre 6-7 heures. Ça va me permettre de ne plus avoir faim jusqu'à à peu près 11 heures.
un truc comme ça, 11h midi. Et le problème, parce que je suis rassasié, voilà, parce que mon corps, il a eu ce qu'il fallait. Et en plus de ça, j'ai un sacré peps. Voilà. Je suis d'accord que manger 4 le matin, le corps, il s'habitue à tout. À un moment donné, l'être humain, en général, il s'habitue à tout. Voilà. Donc au début, c'est compliqué, surtout moi à l'époque qui faisais plus ou moins du jeûne intermittent, quand je l'ai expérimenté. Mais après, tu te lèves, tu as faim, et au début, c'est compliqué, effectivement, de manger 4 œufs. Le problème, c'est que quand tu manges ce genre de sucre et plein d'additifs, etc., aujourd'hui, il y en a partout. Les pâtes, par exemple, c'est un aliment transformé. Il y a énormément d'aliments qui sont transformés. Des fruits qui sont gonflés, par exemple, la tomate. La tomate, je crois que c'est fin printemps, début été, je sais plus quelle est la saison de la tomate. Aujourd'hui, t'en as chaque année, en fait. Enfin, à n'importe quel moment de l'année, tu en as des tomates. Donc, elles sont gonflées d'eau. Bref. Et donc, pour le déjeuner, c'est que quand tu manges du sucre, par exemple, des bols de céréales, des tartines de Nutella, ça, c'est ultra répandu. Tous ceux qui m'ont demandé, etc., entre guillemets, un suivi, par exemple, de développement physique, etc., voilà. À chaque fois, c'était le rééquilibrage alimentaire. C'était, au déjeuner, je mange, tartine de Nutella, brioche, tout ce que tu veux. Le problème dans ces cas-là, c'est que, il y a ce qu'on appelle, donc, les aliments, ils ont un indice glycémique. Ouais. Tu sais. Haut ou bas. Ou exactement. Très bas, ouais. Voilà. Bon, après, il y a cuit, pas cuit, etc. Bref. Le problème, c'est que quand tu manges du sucre comme ça, tu fais péter, en fait, très haut. Tu fais péter ta glycémie. Ce qui fait que après tu vas stocker directement. Voilà, tu rentres directement en hypoglycémie. Et ce qui fait qu'en fait, 1 heure après, t'as encore faim. Et en fait, du coup, après, tu remanges de la merde. Parce que ton corps, il redemande du sucre en plus de ça. Et en fait, tu fais les montagnes russes. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, quand ma famille me disait, ou d'autres, tu manges 4 œufs, en fait, je passais pour un martien. Ouais. Mais en fait, quand mes petits cousins, mes cousins et tout, ils mangeaient des tartines de Nutella, etc., tu vois. Moi, je dis rien parce que ça sert à rien, tu vois, aujourd'hui. Ouais, mais il faut savoir aussi que le sucre, donc indice glycémique très très haut, et en fait, c'est quelque chose que tu vas venir sur le moment, même si tes réserves de glycogène, en plus musculaires, sont déjà pleines, et ton foie aussi, tu sais, t'as une réserve au niveau des muscles et au niveau du foie, que tu viens régénérer, et en gros, tu les vides au moment où tu fais du sport. Parce que justement, tu sécrètes. Tu les utilises. Voilà, tu sécrètes de l'énergie, hop, ça va. Et tu viens les recharger en reprenant du sucre, que ce soit rapide ou des sucres lents. Dans ces cas-là, tu le consommes. Exactement. Du coup, c'est différent. Et t'en as beaucoup, déjà, ils ont même pas consommé leur réserve de glycogène. Et le matin, du coup, ils vont aller s'envoyer leur tartine de Nutella, qui est fort en glucides. Et en fait, c'est du sucre. Ça passe directement, ils savent pas les gens, mais ça passe directement dans le sang. Et comme tes réserves elles sont déjà pleines, ça va venir stocker où? Stocker du gras. Ouais, tissu adipeux. Voilà. En plus, ça te fait une très mauvaise composition corporelle, etc. Non, c'est dégueulasse. Voilà. C'est bien sûr, non, mais c'est. Voilà, donc c'est. Et en plus, donc, vaut mieux manger gras le matin que manger sucré. À choisir entre les deux. Vaut mieux manger gras. Bien sûr. Pourquoi? Parce que justement, le gras, c'est beaucoup plus lent à assimiler que le sucre. Le sucre, ça passe directement dans le sang et ça vient stocker direct, alors que le gras, c'est très très long. Et t'as des acides aminés dans le corps qui doivent séparer les molécules, machin, pour pouvoir les assimiler. Donc, au final, vaut mieux manger gras le matin que manger, allez, à la limite, fais-toi œuf bacon, si tu veux, le matin, plutôt que tartine de Nutella. Même si c'est pas non plus le meilleur des déjeuners, hein. Mais... ouais, mais tu vois, pour revenir un petit peu aux pubs, etc., ce qui me fait rire, c'est que par exemple, quand tu as une pub, par exemple, pour de la bouffe ou du Kinder ou des trucs comme ça, tu sais, tu vois la petite fille qui se balade dans les champs de blé, tu vois. Ouais. En mode, c'est super sain. C'est très sain, regardez, du coup, après, évidemment, il y a l'effet marketing avec ça, comme de partout, qui jouent sur l'essence, hein. Ils sont là pour ça. Mais c'est vrai que j'invite vraiment les gens, que ce soit même, t'as plein de, il y a des podcasts qui parlent de nutrition qui sont super intéressants, vraiment, Tony Berthoud, Gilles Lartigot, tout ça. Ce sont des gens qui sont au top. Alors, franchement, pour de l'alimentation. Après, plus l'alimentation sportive, moi, je suis des gens comme, par exemple, HZOD, etc., Florent d'Horizon, qui sont vraiment top à ce niveau-là et qui t'expliquent vraiment tous les mécanismes, on va dire, de l'alimentation et surtout leur effet sur le sport. Mais à la base, il faut surtout vraiment parler de l'empoisonnement global qu'il y a, justement, de par l'alimentation. Et il y a une pub, par exemple, qui dit, oui, 5 fruits et légumes par jour. Il faut comprendre que les fruits, c'est très bon. Je dis pas, voilà. C'est sur ça que j'allais venir. C'est que les fruits, c'est très bon. Il vaut mieux que tu manges des fruits, par exemple, et encore, pas mal de fruits, etc., que pas mal de bonbons et tout. Ah oui. Le problème, c'est que le fructose, je crois que ton corps, il en a besoin, je sais plus de combien de grammes tu as besoin quotidiennement. C'est ton foie qui le sécrète, mais une fois qu'il en a plus besoin, c'est réinjecté directement dans les graisses. Voilà. Donc ça, déjà, et ça, toutes ces petites données, toutes ces petites valeurs,
on les retrouve en réalité, voilà, dans les livres, dans certains podcasts, etc. Et j'invite vraiment les gens à s'intéresser. C'est comme par exemple les déséquilibres entre oméga 3 et oméga 6. On n'en a pas parlé de ça. Ça, c'est une catastrophe. Mais d'ailleurs, c'est ce qui provoque le cancer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Ouais. C'est Et j'avais discuté avec une personne qui voulait me faire entrer dans du marketing. Je t'avais expliqué un petit peu. Ouais, marketing, je sais pas pourquoi. Et apparemment, ils avaient trouvé une solution, je dirais pas miracle, mais une espèce de complément alimentaire qui te permet de réguler tes oméga 3 par rapport à tes oméga 6. Parce que pour être normal, entre guillemets, je crois qu'il te faut un oméga 3 pour 2 ou 3 oméga 6. Quelque chose comme ça, pour être dans la norme, pour avoir un bon équilibrage. Et aujourd'hui, tu regardes je crois que la moyenne... Ah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est un oméga 3 pour une dizaine d'oméga 6. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est que toute l'alimentation transformée, etc., c'est blindé d'oméga 6. C'est blindé de ça. C'est terrible. En fait, c'est blindé de... Tu vois, souvent, la plupart du temps, on évoque le terme dans le développement physique, on dit fifi sur macro. Ça veut dire, en gros, tu peux manger de la merde à condition que tu fasses du sport. C'est faux. Alors, je dis pas, tu peux manger littéralement... À partir du moment où on va pas commencer à parler de ce sujet-là, mais à partir du moment où tu es en déficit calorique, tu vas perdre du gras. Oui. Tu vas perdre forcément tu vas perdre du poids. Mais il faut avoir les bons nutriments. Le truc, c'est qu'il faut avoir les bons nutriments. Le problème, c'est que tout ce qui est alimentation transformée, en l'occurrence les fast-food, etc. Oui, c'est rapide. Oui, mais déjà, il y a plein d'additifs. Même tu vas prendre un bowl, etc. T'as plein d'additifs dedans. C'est déjà mieux qu'un Burger King. Mais la plupart du temps, ce sont des calories qui sont vides. Et le truc, c'est que par exemple, quelqu'un qui veut faire du développement physique, d'accord, tu utilises des features macro, ça veut dire que ta dépense va être plus grande que ta consommation. Donc forcément, tu vas perdre du gras, etc. Mais ta composition corporelle, moi personnellement, je sais que j'ai une bonne composition corporelle. C'est comme ça que je me la suis créée. J'ai commencé à réfléchir un petit peu vis-à-vis du mode de vie aussi pour le développement physique. Et après, j'ai commencé justement, à force de mes recherches, etc., à comprendre en fait que l'alimentation, c'est ton carburant, c'est ce que tu es. Exactement. Et c'est là que tu commences à comprendre et tu te dis, putain, mais donc en dehors de l'aspect physique, etc., c'est tout simplement la physiologie, physiologiquement. Parce que quand tu mets, d'accord, ok, t'as 25 ans, t'as 20-25 ans, tu peux t'envoyer des Burger King, des Deliveroo, tout ce que tu veux, mais en fait, tu vas le payer très fort plus tard. Comme on parlait de cancer, justement, mais tu vas le payer très fortement plus tard. Et en plus, excuse-moi, je te coupe, mais, et en plus, ça affecte ton mental. La mauvaise bouffe, quand tu n'as pas ce qu'il te faut, quand tu n'as pas ce dont ton corps a besoin, ça te répercute directement parce que le cerveau, il se nourrit aussi de tout ça. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as beaucoup... En fait, il y a tout aujourd'hui qui est régulé, plus pas mal de choses dont on parlera après. Il va falloir qu'on rebifurque sur l'autre sujet. Mais t'as tout qui est fait justement pour dont la mauvaise alimentation, etc. En fait, pour te faire un crash mental. Je vous parlais tout à l'heure de la dopamine. Tu manges ton Burger King, t'es trop content de l'avoir, etc. Tu recraches. Et vite, putain, le soir, vas-y, je vais me refaire un Burger King. Je reveux cette sensation. Je reveux cette gratification instantanée. Tu vois, par contre, que tu n'as pas... Et ce qui est assez hypocrite d'ailleurs, c'est que ça, c'est quelque chose qui est ultra hypocrite. Quand tu vas dans un resto, étoilé, tout ça, le mec, il te fait un bon saumon frit à l'aubergine, tout ce que tu veux. Ah là, tu kiffes, hein. Vraiment, t'es au resto, mais pourquoi tu ne fais pas la même chose chez toi? Tu vois le truc? Quand il faut le faire chez soi, par contre, quand il faut te faire, par exemple, je sais pas, tu peux faire de très beaux plats, hein. Tu fais de super bons plats. Regarde, nous, on se fait de super bons plats. Ouais, non, on se régale. Légumes, tu vois, tu fais légumes ou riz, etc., source de glucides et des protéines. On se fait un truc assaisonné, on se fait un truc clean. Tu vois, du poulet riz, par exemple, tu vas le kiffer au resto, mais pourquoi tu le fais pas chez toi? Ça, c'est l'hypocrisie un petit peu des gens. Voilà. Non, mais c'est vrai, t'as tellement raison. Je sais pas si tu veux qu'on clôture un petit peu ce sujet. Pour clôturer ce sujet, on pourrait dire que, en fait, tout simplement, faut pas tout mélanger. Faut doser. C'est une histoire d'équilibre. Tout est une histoire de contrôle. Une histoire de contrôle, d'équilibre. On peut se faire plaisir en petite quantité. Ok, si vraiment vous êtes accro à certains trucs, au sucre, voilà, vous pouvez faire un petit peu plaisir, mais tout est une histoire de quantité et respectez votre corps et de nutriments, voilà, parce que j'en entends trop. Vas-y, mais je suis en régime, je me fais une salade. Non, en fait, parce que tu te fais une salade. Mais non. Tu vas faire une salade pendant 3 jours, tu vas être une loque en fait. Mais ça, il y a plein de choses à dire. Peut-être qu'on en fera un autre de podcast sur ça, mais c'est pareil, les protéines, elles sont ultra diabolisées. Oui, par rapport tu sais, par rapport ça va te bloquer les reins. Ça, c'est des conneries aujourd'hui. Oui. Enfin, ça, c'est des... à un moment donné, ça, on parle plus, on va pas commencer à aller dans ce sujet ou quoi que ce soit, parce que forcément, aujourd'hui, ils ont tout, les gens, vraiment, s'il y a un minimum de curiosité intellectuelle, aujourd'hui, ils ont tout pour se renseigner. Voilà. Mais quand tu fais une petite salade, non. Ou alors quand tu manges rien. Je connaissais quelqu'un qui me disait, bah non, je mange pas le midi, je veux perdre du poids. Mais tu le simules pas ton métabolisme en faisant ça. Voilà.
Donc bon, bref, après, il y a plein d'autres données à faire, mais l'essentiel, c'est, je trouve qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important, le rééquilibrage alimentaire. Rééquilibrage. Retrouver, aller chercher ce qu'il y a de plus proche de la nature, et voilà, faites-vous des repas simples, et en fait, qui peuvent être tout simplement excellents si vous les préparez bien. Et aller chercher les producteurs, les petits producteurs. Bien sûr. Locaux. Ah, locaux, si vous pouvez, bien sûr. Je sais qu'il y a les prix, ouais, oui, voilà. Mais bon, à un moment donné, voilà. Ce que vous mettez sur Netflix, Amazon, les gars, voilà, faut pas nous la faire à nous. Moi, mon plus gros budget, personnellement, c'est mon alimentation. Voilà. Après, c'est chacun ses choix, hein. Sacré budget. Donc. Oui, c'est bon. On fait la petite pause. Ça te dérange pas, Junior? Au pire, je te paye si on déborde un peu ou pas? Un peu plus? Parce que je pense qu'on va déborder un peu plus, là. Parce que là, on a fait 30 minutes sur la lime. A few moments later. Deuxième sous-partie. La richesse de la vie, selon nous en tout cas. Et ce qui nous a énormément affecté, l'environnement. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, par rapport à l'environnement? Je sais que tu as des choses à dire. On peut dire, alors, environnement, il y a beaucoup de choses dans l'environnement. Environnement, bien sûr, t'as le lieu où tu vis, tous les espaces où tu vas vivre tout simplement, et t'as les personnes que tu côtoies. Qui t'apporteront de la richesse d'une manière ou d'une autre. Exactement, donc ça vraiment... Je prends juste un exemple. Typiquement, regarde. Je vais prendre un exemple concret pour que les gens y comprennent. Moi, de base, je suis quelqu'un d'assez tempéré. C'est-à-dire que j'intellectualise beaucoup les choses. Et toi, t'es arrivé dans ma vie, tu vois, ça fait 10 ans qu'on se connaît, plus que ça, je crois. Plus. Ouais. Ouais, peut-être un peu plus. Ouais, c'est un peu plus. Ouais, plus. Et je sais que, par exemple, quand ce qui concerne le business, moi, en fait, on est tous les deux des fonceurs, mais je suis un petit peu plus tempéré. Ouais. C'est-à-dire que je vais tenter d'intellectualiser un petit peu plus les choses. Ouais. Quand toi, tu vas être beaucoup plus fonceur. Ça ne veut pas dire fonceur sans réfléchir. Oui. Tu vas réfléchir, mais sauf que tu es sûr de toi. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'on se complète bien à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'on disait aussi, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Principe des neurones miroirs. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important. C'est vrai. Et moi, si on prend un cas personnel, je sais que moi, l'environnement a énormément joué. D'ailleurs, tu le sais. Tu t'en es témoin. L'environnement a vraiment énormément joué sur ma personne, sur ma personnalité. Et honnêtement, je sais pas. Donc, typiquement, si j'en reviens un petit peu sur mon histoire, là, je suis venu vivre du côté de Toulon. En fait, j'ai déménagé par rapport à des études. Parce que de base, je suis de Aix-en-Provence, comme Max. Et du coup, j'avais fait mes demandes sur... c'est quoi, là, le truc, là? C'était sur... comment on appelle ça? Ah oui, je m'en rappelle très bien. Ah, mon petit frère, en plus, il a passé le bac en plus cette année, je me rappelle plus. Sur Parcoursup. Parcoursup. J'avais fait mes demandes sur Parcoursup. J'avais demandé Marseille, Académie de Marseille, parce que moi, je suis parti en STAPS. Académie de Marseille, donc ils m'ont pas pris. Enfin, j'étais sur liste d'attente. Voilà. Et Toulon, ils m'avaient déjà accepté, etc. J'étais déjà accepté à la fac de Toulon. En fait, j'ai décidé de partir. En fait, j'en avais besoin, en réalité. Pas forcément, les études, c'était un petit peu un prétexte. Moi, en réalité, les études, ça n'a pas été vraiment... pas quelqu'un de... besoin de terrain, moi. Tu mets assis derrière une chaise en train d'écouter un gonze. Bon, ça va 1 heure. Au bout d'un moment, ça me lasse. Ouais, ça, pour le coup, on est tous les deux pareils. Ouais, voilà. Ouais. Donc en fait, j'étais parti c'était un prétexte. Après, je vais pas étaler ma vie. Voilà, il y a eu des choses qui ont fait que, voilà, j'avais besoin de partir. Et en fait, il y avait cet environnement. Justement, je reviens. Il y avait cet environnement qui faisait que, ça tournait en rond, en fait. Là, je suis issu de milieux populaires, quartier modeste. Ouais. Ok. Pas d'éducation financière, rien. Et en fait, et là, on tournait en rond. On parlait que de problèmes, de trucs qui ni que... quartier, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, donc, je me suis barré. Et honnêtement, quand je suis parti, donc j'avais 18 ans. Quand je suis parti, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. En réalité. Je me suis dit, putain, je veux juste partir. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis parti, j'avais pas de permis. J'avais pas d'argent. C'est-à-dire, je faisais tout à vélo. J'étais obligé de trouver un travail directement en parallèle de mes études pour pouvoir financer, etc. Et j'étais là, putain, je me grattais la tête. Je me disais, sans que ce soit péjoratif, je me disais, putain, il faut pas que je finisse comme mes parents, tu vois.
mes parents, j'ai pas envie de travailler toute ma vie comme ça, avoir des dettes, etc. Faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire pour ça, tu vois? Galérer, tu peux le dire. Donc, j'ai galéré. Et le fait de sortir de tout ça, de me concentrer, de me focus sur le sport, d'aller bosser, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de m'ouvrir l'esprit, entre guillemets. Et à partir de là, il y a tout qui a débloqué, en fait. Tu sais, ce qui est fou avec toi, c'est que quelque part, tu as un peu, tu es passé par le, alors, quand je parle de développement personnel, j'entends, mais ça, j'en reviendrai un petit peu plus après. Tu t'es développé, en fait, personnellement par la force des choses, par les choix que tu as créés. Ouais. Et tu as pas été spécifiquement comme moi, par exemple, qui me suis, on va dire, développé personnellement, justement, en me renseignant, on va dire, sur le théorique et en utilisant de la philosophie, de la philosophie pratique, pardon. Donc toi, tu t'es développé vraiment par la force des choses. Ouais. On est allé chercher les choses. On a essayé voilà, Et quand je dis, en fait, quand je parle de ça, c'est vraiment une partie. Je me disais, putain, mais qu'est-ce que je fais, tu vois? Qu'est-ce qu'on va faire, honnêtement? Et puis t'avais des croyances limitantes. Et tu disais Toujours. Des choses qui sont pas, tu crois que c'est pas accessible, en fait, pour toi, c'est pas fait pour toi. Typiquement, j'ai pas envie de pas refaire encore 30 minutes sur ça, mais par exemple, l'immobilier, je croyais que c'était accessible qu'aux riches. Il y avait que les riches qui avaient droit, qui avaient pas le droit, mais qui pouvaient faire de l'immobilier. Après, c'est parce que t'étais pas particulièrement renseigné sur le sujet. Encore une fois, c'est comme l'éducation financière, en l'occurrence. Exactement. Non, mais l'environnement. En fait, genre, si on en revient à ça, en fait, j'ai rencontré quelqu'un, je travaille à McDo. J'ai commencé par McDo en parallèle de mes études. Et je rencontre quelqu'un qui travaille avec moi à McDo, qui était en fac de sport avec moi. Ok, et il travaille, donc on avait à peu près le même âge. Il travaille à McDo. Et on parle, machin, on discute. Il dit, écoute, là, je suis en train de regarder, je vais peut-être acheter un appartement sur Marseille. Je le regarde comme ça. Je dis, okay, qu'est-ce que tu me racontes, en fait? T'es à la fac avec moi. T'es là, t'es en 20 heures chez McDo, donc tu prends tes 600 € par mois. Il me parle d'acheter un appartement. Et je le vois, tu vois, il a pas trop envie de s'étaler, comme s'il voulait pas étaler sa science. Et il voulait pas trop partager, machin. Moi, j'ai fait quoi? J'ai fait tilt. Tiens, je vais aller faire mes recherches. Je rentrais chez moi, je commençais à regarder un petit peu, me renseigner, tac, immobilier, machin. Et de là, c'est parti. C'est ça que je vais faire. C'est exactement, je vais suivre les étapes. C'est là que ça a commencé. Machin, donc j'étais bien entouré avec ma compagne. Donc on s'est serré les coudes depuis le début. On a serré la ceinture. Et en fait, on était dans ce cadre-là, faut épargner, faut rester droit, faut faire attention. Rien n'arrive par hasard. Exactement. Et ça, j'y reviendrai après dessus, mais c'est vrai que rien n'arrive par hasard. Donc l'environnement. Et j'ai juste quelque chose à ajouter. Bon, moi, selon mon expérience, c'est vrai que je me suis, on va dire, entre guillemets, développé personnellement, surtout en faisant énormément de recherches sur mon être. Ça, après, je le dévoilerai un petit peu plus tout à l'heure quand on démarrera un petit peu plus une partie spirituelle. Mais c'est vrai que l'environnement, là où il impacte énormément les choses, c'est qu'au fur et à mesure du temps, tu découvres que quand en fait, tout simplement, quand tu commences je vais encore mettre les livres là-dedans, mais quand tu commences à investir sur toi-même, qui pour moi est l'investissement le plus important, tu attires forcément des gens autour de toi qui ont la même vision des choses que toi. Je dis pas la même vision exactement, mais qui ont la même fibre. Aujourd'hui, mes 5 meilleurs potes, ils ont la même fibre que moi. Et en fait, l'avantage, c'est que si tu veux que ce soit au niveau du business, au niveau, par exemple, du développement personnel, bon, j'aime pas trop ce mot-là, c'est pas que je suis pas forcément fan, c'est qu'aujourd'hui, il est un petit peu utilisé à tout va, surtout par des gens qui, pas tous, mais évidemment, soit sont des escrocs, ou soit le sont pas, mais c'est un petit peu un terme qui a perdu sa valeur, j'ai l'impression, au fur et à mesure. Mais c'est vrai que, en fait, quand tu investis sur toi, tu attires les gens, en fait, qui sont complètement similaires. Aujourd'hui, j'ai mon ami que je salue, qui a ouvert justement son entreprise de dépôt-vente de voitures, auquel j'ai fait tous les travaux, etc. On est tous en train de se serrer les coudes. Et quand tu vois, par exemple, toi qui es sur un projet, etc., quand tu vois justement tes collègues te tirer vers le haut comme ça, même, enfin, pas spécifiquement te tirer vers le haut, en fait, ça te tire vers le haut indirectement. Et ça, là, on parle en l'occurrence de business, mais en fait, surtout, tu vois, quand par exemple, t'as un collègue à toi qui s'est bien développé physiquement, qui mange bien, qui est en pleine forme, le mec, tu lui demandes de faire tout ce que tu veux au niveau sport, une heure de futsal, une heure de, je sais pas quoi, un trail, comme on avait fait, comme j'ai fait avec des amis, là, ce week-end-là. En fait, c'est des gens qui font absolument tout, qui sont, en fait, qui te complètent de partout, qui ont vraiment la même fibre,
Évidemment, tu vas pas être d'accord sur tout, ça c'est normal. Mais ce sont des gens, en fait, qui te tireront vers le haut. Et ça, s'entourer, vraiment le principe des neurones miroirs, les gens sous-estiment énormément ce principe. Voilà. Énormément. Aujourd'hui, moi, personnellement, je sais pas que j'ai, parce que, tu sais, on va dire, comme tout le monde, oui, à force de grandir, évidemment, il y a beaucoup de personnes que tu perds de vue. Voilà, finalement. Bon, personnellement, honnêtement, je pourrais plus aujourd'hui je pourrais plus, si tu veux, traîner ou être vraiment coude à coude avec quelqu'un qui n'a pas la même fibre que moi et la même philosophie de vie. Voilà, je dis pas qu'il faut être comme ça, c'est différent. Voilà, c'est ma philosophie de vie à moi, c'est ma fibre à moi. Et c'est vrai qu'il est compliqué quand même aujourd'hui de s'entourer de personnes qui n'ont pas forcément d'évolution, que ce soit spirituelle, que ce soit professionnelle, une certaine vision de la vie, on va dire. Voilà. Et moi, j'ai une volonté réelle de les écarter. C'est pas contre eux, hein. Après, tu les écartes automatiquement. Mais c'est juste qu'en fait, c'est peut-être un petit peu strict, mais bon, tu m'apportes rien. Je sais pas, c'est même pas en termes de. En fait, tu m'apportes rien financièrement, spirituellement, mentalement, physiquement. Exactement. Voilà, bah pas. T'as pas de discussion profonde. Je t'aime bien. Tu as pas de, et ça, c'est malheureusement le cas de beaucoup. C'est pour ça que quand tu te retrouves en général, par exemple, tu fais une soirée ou quoi que ce soit, il arrive très fréquemment. Voilà. Après, les gens sont ce qu'ils sont. Je veux dire, voilà, c'est encore une fois, je le répète, le destin des autres ne regarde pas, chacun a sa vie, c'est pas la question. Mais par exemple, quand tu veux discuter de sujets profonds, quand tu veux avoir une réelle discussion, etc., les gens sont vides. Ils pensent juste à regarder, par exemple, des émissions de télé-réalité ou des mecs, je dirais pas le nom, mais des mecs célèbres sur Snapchat, dont en fait on s'en fout. C'est des contenus, si tu veux, qui t'abrutissent. Et en fait, en réalité, ou alors par exemple d'être, comme on l'avait expliqué la dernière fois, le principe de la dopamine avec TikTok. Ils passent leur temps. Bah ouais, mais tu comprends, quand j'ai rien à faire, je suis sur TikTok. Bah non, justement, tu perds une demi-heure sur TikTok. Essaye de le savoir, c'est le pouvoir aujourd'hui. Hein. Voilà, lis un livre, renseigne-toi. Il y a plein de choses sur lesquelles tu te renseignes. Je dis pas que j'avais un ami qui m'avait fait un petit peu un de mes amis justement qui m'avait dit après faut être dans le contrôle des choses, faut pas tout le temps vouloir la productivité. Je suis complètement d'accord. Néanmoins, il faut comprendre que les gens ils estiment qu'ils n'ont pas le temps, mais en réalité c'est qu'ils en perdent beaucoup. C'est ça le problème. C'est pas le problème de pas avoir assez de temps, c'est que les gens en perdent beaucoup aujourd'hui. D'où l'intérêt de vraiment bien s'entourer. Et l'effet de levier que ça a, quand t'entends des potes qui vont potentiellement réussir des projets, qui réussissent des projets, ou qui sont qui ont des ambitions, etc., ça te booste, ça te monte, ça te booste, ça te monte, et en fait, ça te pousse, voilà, à charbonner, à penser à qu'est-ce que tu veux fonder, qu'est-ce que tu veux construire comme pilier plus tard pour C'est pour ça que l'outil aussi, les outils des réseaux sociaux, bon, on fait que discriminer on discrimine pas discriminer, mais je veux dire il est mal vu parce qu'en fait il est mal utilisé, mais ça peut être aussi un tremplin, c'est-à-dire que si tu l'utilises dans le bon sens, bah en fait sur ton feed tu peux avoir par exemple dans le sport, tu peux avoir des sportifs qui réussissent, des gens qui entreprennent. Après tu sais, il faut pas être dans l'excès non plus, tu vois, des mecs qui s'aiment trop abuser. Du coup en fait le fait d'avoir ce décalage, d'être trop dans l'excès, au final, tu fais rien parce que tu te dis putain, en fait, les mecs sont trop loin, on pourrait pas le faire. Bah, comme on s'expliquait, comme on discute très souvent tous les deux, moi, personnellement, j'ai été dans ce cas-là. C'est pour ça que là, je raconte mon expérience. Le problème, c'est que, comme je l'expliquais dans le précédent podcast, les standards, ils sont complètement cassés. Et en fait, tu vis dans un monde où on va te dire comment vivre. Et pour moi, en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est très problématique. Parce qu'à un moment donné, c'est pareil. Moi, je suivais beaucoup de ce genre de contenu, mais je le prenais pas avec des pincettes. C'est comme quand, par exemple, je lisais des livres. J'avais lu un livre, etc., qui à un moment donné, c'était un livre de développement personnel. C'est le tout premier que j'ai lu. Il y a un moment, c'était Pouvoir illimité, tu vois. Et à un moment donné, il dit dans le livre, il vaut mieux être végétarien. Et moi, j'avais pris vraiment tout pour l'être content. Tu vois. Mais non, en fait, il faut prendre des pincettes. C'est comme tout. En fait, dans la vie, il faut peser le pour et le contre. Je sais pas, par exemple, tu veux faire un exercice de muscu, ok, très bien. Le développé couché te fait prendre des pecs, très bien. Mais par contre, à côté de ça, il te défonce l'épaule. Tu pèses le pour et le contre, après tu vois si tu le mets ou pas dans ton programme. C'est aussi simple que ça. Et ben en fait, dans la vie, c'est ce qu'il faut faire la plupart du temps. Ouais, faut s'adapter, faut regarder, c'est chaque personne, faut individualiser les programmes. C'est comme en musculation. Oui, bien sûr. Toi, tu peux pas prendre, y a pas tout qui va marcher pour tout le monde. Mais tu vois, typiquement, on était tous les deux, en plus, enfin, même moi personnellement, aujourd'hui, par exemple, tous les matins, je prends des douches froides. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est pas quelque chose qui va te créer, même si c'est prouvé scientifiquement, t'as énormément de bienfaits de la douche froide.
mais ça y est, c'est pas parce que je vais prendre une douche froide que je vais devenir un entrepreneur millionnaire. Oui. Tu comprends le truc? Et aujourd'hui, en fait, tu sais, t'as plein de trucs de routine. Il y a un mec, il a explosé il y a pas longtemps, là, un bodybuilder qui a vendu je ne sais combien de programmes, qui avait fait des trucs pour aider les coachs. Et genre, sa routine, c'était de se foutre la tête dans un bol de glace. Tu l'as vu, ça? Mais en fait, je vois tout le monde le faire. Et tout le monde le fait. Mais tu vois à quel point, enfin, je veux dire, on a un niveau, c'est stratosphérique aujourd'hui. Voilà. Non, tu peux très bien, et je fais référence à un ami avec qui j'ai eu une longue discussion il y a pas longtemps. Tu peux très bien faire ce que tu as envie de faire, profiter, etc., tout en gardant tes projets en tête. Et c'est vrai que j'ai un ami à moi, mon pote Fabien, tu vois, qui le fait très bien, ça. Voilà. Il est toujours dans sa ligne directrice. Mais voilà, quand il a envie de faire un truc, tout t'es pas obligé. Et à un moment donné, moi, je m'étais énormément matrixé, en fait. Parce qu'on me disait, oui, il vaudrait mieux faire ça, levez-vous à 5h du matin, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Non, les gars. Voilà, c'est tout. Essayez. Par exemple, je sais pas, tu travailles un projet, c'est ce que je faisais par exemple pour la conception de site web. Je rentrais de mon boulot. Déjà, quand on bosse dans le bâtiment, on a des journées qui sont physiques, puis t'as l'entraînement après. Tu rentres. Ouais, je faisais franchement une petite demi-heure, mais tu vois, tu mets petit à petit des pierres à l'édifice. Et c'est là qu'en fait, quand je me regarde, si tu veux, bon, déjà avec le développement spirituel, etc., parce que j'ai fait énormément de recherches, ça on en viendra après dessus, mais le recul que j'ai, je me dis putain, comme j'étais comme ça il y a des années. Ouais. Comme quoi, tu vois, indirectement, à force de mettre tout le temps des petites pierres à l'édifice, et avec justement l'environnement qui t'aide, en fait, il faut créer son jardin, justement. Il faut créer son jardin, et après, t'as les papillons qui viendront, en fait. Voilà. Et en général, tu attires vraiment les bonnes personnes. Voilà, le plus important, c'est les petits efforts invisibles. En fait, les gens, parce qu'ils aiment trop, faut toujours tout montrer. Mais en fait, comment tu vas te développer spirituellement, mentalement, tout ce que tu veux, ce sera tous les petits efforts que tu vas mettre pour monter ton édifice, toutes les petites pierres à l'édifice que tu vas ajouter tous les jours. Tous ces petits efforts-là qui vont faire l'homme de demain, en fait. Te lever un peu plus tôt, bien manger, aller t'entraîner, lire un livre. Te créer une routine, mais voilà, pas une routine ultra comme ça, une routine, on va dire, ennuyeuse, etc. Parce qu'en général, c'est vrai que beaucoup aussi te disent, oui, la routine, etc. Non, c'est pas spécifique. T'en as, oui, te lever le matin, noter ce que tu vas faire le matin. Bon, c'est bon, à un moment donné, tu vois. Je suis pas un robot, tu vois. Ouais, voilà. C'est ça. Faut pas dramatiser quand t'as pas le temps de faire un truc ou quand t'es un petit. En fait, c'est pas un robot. Si t'avais prévu de faire ta séance, mais t'es vraiment cassé par des gens qui. Beaucoup après, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Si t'es cassé par, je sais pas, par le chantier ou quoi, et que t'as besoin de. Ah non, en fait, si t'es vraiment KO, si vraiment, des fois, il faut savoir écouter son corps. Bon, des fois, j'avoue, c'est un peu de la procrastination ou c'est un peu de la fainéantise. Tu te dis, vas-y, je vais pas y aller. Et des fois. Faire la différence. Faut savoir différencier. Et ce qui est fou, c'est que ça te fait un effet boule de neige, tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas faire une tâche que tu veux faire, mais ça peut être tout con, hein, ça peut être, aujourd'hui, je dois faire les courses, ça me fait chier, j'ai pas trop le temps, mais j'aime pas faire les courses, je dois aller les faire. Et tout ça, en fait, ça va te créer, et tu rentres chez toi, t'as tes sacs de courses, etc. Ou alors t'as fait ton boulot, t'as fait ce que tu devais faire aujourd'hui, t'es content. Vraiment, t'es content. Et justement, ça te booste de plus en plus, ça te motive. Et c'est vrai que ça fait un sacré effet boule de neige. Hein. Parce que quand par exemple, tu vois et tout ce que t'as fait au fur et à mesure de faire petit à petit, de faire une demi-heure tous les soirs ou que sais-je. Et c'est comme par exemple, regarde, 10 pages par jour d'un livre. C'est combien de pages par an? Je crois que c'est plus de 3500. Voilà, donc ça fait je ne sais combien de livres lus. Voilà. L'effet cumulé. C'est tout. Tout simplement. Voilà. Et il y a aussi quelque chose qui nous a pas mal aidé, je pense, en tout cas. Même si voilà, on vit quand même dans une société où aujourd'hui, il faut, ça c'est super important, ça on l'a pas dit, c'est vrai que il faut se lever et se dire que on a une certaine gratitude de ce que l'on a. Parce que les gens, ça, ils s'en rendent pas compte finalement. Aujourd'hui, moi je me lève, je dis putain, j'ai des amis sur qui je peux compter, tu vois. J'ai des amis sur qui je peux compter, j'ai un toit, tu vois, je vis dans une société qui me permet d'avoir des opportunités, un certain confort, parce que mine de rien, bon, malgré l'état économique, etc., la France reste quand même un confort, voilà. Et par rapport au reste du monde, c'est clairement un confort. Bien sûr. Quand tu nais en France, tu fais partie des 10%. En vrai, je te donne des stats comme ça, mais ça doit être à peu près ça, même si c'est peut-être moins. 10% des gens les plus chanceux au monde, en réalité. Tu fais déjà partie de la classe la plus riche. Ouais. Et tu vois, le truc, c'est que aujourd'hui, c'est con à dire. Ça paraît un petit peu simpliste. Mais par exemple, les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils se lèvent, ils sont anxieux. Quand t'as un feu qui vient de passer au vert, et là, il vient à peine de passer au vert, t'as le mec qui te klaxonne derrière. C'est un climat qui est extrêmement anxiogène. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, on a des gens qui, justement, règnent, on va dire, vraiment par la peur, qui te font tout par la peur. C'est-à-dire qu'il y a des guerres qui sont extrêmement médiatisées. Ce qui fait qu'en fait, tout est fait pour te faire peur, en fait. Voilà, pour te créer de la peur, de l'anxiété, etc. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que
tu es né dans le confort, tu as des opportunités, sois content, sois fier de ce que l'on a. Chaque jour, tu te lèves et voilà, tu remercies en fait ce que tu as. Parce que c'est la vérité. Ouais. Tu remercies ce que tu as, tu remercies de pouvoir bien manger, d'avoir toujours ton frigo plein. C'est des trucs qui sont simples. Mais malheureusement, c'est que les gens tombent dans ce confort et en fait ne profitent pas, ne s'élèvent pas grâce à ce confort. En fait, il y a la phrase qui dit les temps de paix. Donc les temps de paix, c'est temps de confort entre guillemets. Temps de paix, c'est des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps de guerre. Les temps de guerre créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps de paix. En fait, tu vois, ça. En fait, c'est un cycle. Et ça tourne, c'est un cycle. C'est un cycle. Donc là, en fait, si tu veux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, me permets juste de te couper 2 secondes. Je crois que je l'avais dit dans le précédent podcast. On vit dans une société où les gens se créent des symptômes là où il n'y en a pas. C'est-à-dire au point de carrément vouloir contrer la nature en elle-même. Voilà. Et là, je pense que là, on est arrivé dans un cycle où justement, on est dans un cycle de confort, hein, et clairement. Complètement. Et tu vois un petit peu tout ce qui se passe en ce moment au niveau médiatique, politique, géopolitique, etc. Bon, on n'est pas loin, pas dire, moi je suis pas très très bien placé pour dire ça, mais bon, on fleure à chaque fois la Troisième Guerre mondiale. Les temps de paix, là on est en train de créer, ça a créé des hommes faibles, et là c'est en train de créer des temps de guerre. C'est parce que, en fait, comme je te l'ai dit, il y a extrêmement de propagande. En fait, il y a des guerres qui existent depuis des millénaires, sauf qu'aujourd'hui c'est extrêmement propagandisé. Oui, mais en fait, le fait de, comment dire, d'avoir créé des hommes qui ont aucune, qui ne sont pas nés dans l'adversité. En fait, qui sont pas nés dans l'adversité, qui ont aucune, j'allais dire pas répression, j'arrive pas à trouver le terme, aucun répondant. Ben en fait, t'arrives à tout le monde veut te marcher dessus en fait. Et c'est ça qui va créer des temps de guerre. Et c'est ce qui est en train de se passer sur notre pays globalement, bien sûr. On est en train de se faire écraser alors qu'on était... Tout le monde, en fait, voilà, t'es tellement gentil qu'en fait, maintenant, on cherche à t'écraser. Et maintenant, et en fait, les temps de guerre, après, ils vont recréer des hommes forts. Et après, on va repartir c'est le cycle de l'humanité. Ouais, bien sûr. Mais en fait, c'est un cumul de tout. Enfin, une fois, comme on le disait, c'est un cumul de tout. En plus, on te lobotomise, etc. Par exemple, à des applications qui sont faites et recherchées scientifiquement pour que tu restes accroché. Donc, on te réduit en cendres à la fois le cerveau. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, en plus de ça, l'alimentation est néfaste. Donc, c'est tout un cumul, en fait, pour qu'on te lobotomise et qu'on te rentre, enfin, on te dise, écoute, reste, fonctionne, et c'est tout, en fait. Et une vie horizontale, et c'est tout. Voilà. Exactement. Est-ce que tu veux qu'on aborde le sujet spirituel? Je te suis. Okay. Donc, on va rentrer dans une dimension un petit peu plus spirituelle. Je préfère mettre des barrières tout de suite. C'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai précisé. Il faut faire énormément la différence. Quand je parle de dimension spirituelle, je vais parler de philosophie applicative de la mécanique de la vie. C'est ce qui représente, en tout cas pour moi, des années de recherche. Parce que j'en ai eu besoin, justement. Tu vois, je te parlais tout à l'heure, toi, tu t'es développé par la force des choses. Moi, je suis allé rechercher, je suis allé intellectualiser les choses parce que j'ai toujours voulu comprendre. Je suis quelqu'un qui a toujours voulu comprendre. Et donc, du coup, je vais plutôt parler de philosophie applicative de la mécanique de la vie. Évidemment, je passe le bonjour au podcast Mécanique de la vie. Je l'ai déjà évoqué dans le précédent podcast, mais pour moi, aujourd'hui, tout le monde devrait écouter ce podcast. Et d'ailleurs, il serait vachement partant, je corresponds assez régulièrement avec lui, etc. Et il serait très partant pour venir justement sur le podcast par la suite. Ça serait génial parce qu'on aurait une analyse beaucoup plus en profondeur de ce qu'est la mécanique de la vie. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui on ne vit pas uniquement dans un monde qui est matériel. Les gens pensent qu'ils sont uniquement des carcasses de viande. Voilà. Même si aujourd'hui c'est vrai que sur les réseaux il y a beaucoup de développement personnel par-ci par-là. C'est pour ça que je veux vraiment faire la différence entre la spiritualité dont je vais parler, à savoir ce que j'ai expérimenté moi en philosophie applicative, et le développement personnel et la spiritualité que tu peux trouver sur les réseaux sociaux. Bon, il n'y a pas que du mauvais. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut préciser, il faut nuancer. Parce que sur Internet, c'est comme si tu rentres dans un PMU et t'as 10 mecs qui sont sous 12 ricards dans le pif. Voilà. Donc il faut toujours nuancer. Quand je parle de spiritualité, c'est mes philosophies applicatives. C'est non pas du développement personnel qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, sur les livres. Certains livres sont très intéressants, tous les livres sont intéressants, il faut prendre ce qu'il y a de bon à prendre, mais il faut toujours le prendre avec des pincettes, tu vois. Je le disais après, il y a des trucs qui sont bons à prendre, mais il y a certaines choses, je les lisais, comme par exemple devenir végétarien. Bon, j'ai rien contre les végétariens, mais voilà. Il y a des trucs où il faut prendre un petit peu des pincettes, et il faut y réfléchir, il faut avoir un certain pas de recul.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on en discute d'ailleurs souvent tous les deux, c'est que il y a beaucoup de contenu développement personnel, des réels qui sont faits par l'IA ou des gens qui font du contenu, etc. Comme quoi il faut vivre illuminé ou un truc comme ça, qui pour moi, je parle pas des personnes en elles-mêmes, mais du contenu de manière générale, c'est de la fausse prophétie. Voilà, parce que le problème de ce genre de contenu-là, c'est que oui, tu vas à la salle, tu es un guerrier, tout ce que tu veux, le stoïcisme, pas le stoïcisme, etc. Le problème, c'est que derrière, en fait, 10 ans plus tard, ou même des années plus tard, tu vas toujours partager la même chose dans ta story parce qu'en fait, il n'y a pas eu de changement concret derrière. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est pour ça que c'est deux termes, pourtant, c'est deux termes qui sont lourds. Spiritualité et développement personnel, c'est des termes qui sont lourds. C'est lourd, tu vois, c'est des mots qui pèsent. Ils sont pas censés être utilisés tout et n'importe comment. Voilà. Non. Là, on va parler plutôt, en tout cas, je vais parler de mon expérience et de philosophie applicative. Et la première question que j'ai à te poser, j'ai hâte de savoir ta réponse. Ça va paraître une question très simpliste, et vous allez comprendre pourquoi, c'est parce que je vais implanter le contexte. Qu'est-ce que pour toi un esprit saint? Tu parlais d'un esprit saint dans un corps saint. Qu'est-ce que pour toi un esprit saint? Esprit saint. Déjà, l'esprit, c'est tout ce qui est relié à la pensée. Ce que tu vas penser, etc. Un esprit saint, c'est déjà comment le travailler. Tu vas le travailler en allant chercher, en te cultivant, en cultivant, en parlant avec les gens. En fait, c'est avoir des bonnes relations. T'as vu, c'est compliqué quand même à expliquer. C'est très compliqué. Tu sais pourquoi je te pose cette question? Parce que on parle souvent, justement, surtout dans le développement physique, on parle souvent de esprit sain dans un corps sain. En fait, le problème, les gens, c'est quand tu leur poses une question, esprit sain, ils disent, en fait, c'est quelqu'un qui, bref, peu importe. Ok, pas de souci, j'entends. Mais en réalité, alors c'est pas en réalité, c'est selon moi, voilà, parce que personne n'a la vérité. En fait, c'est de se connaître soi-même. Comme disait Socrate, c'est connais-toi toi-même. Et un esprit saint, comment tu te connais toi-même au final? C'est, grosso modo, un esprit saint, c'est un esprit qui va réaliser quelque chose qu'il ne comprenait pas par le biais, et qui va le comprendre évidemment par le biais d'une autre chose. Ni plus ni moins. Grosso modo, c'est par exemple, tu vas être par exemple en relation, les gens se plaignent souvent, oui, j'attire toujours le même profil, je sais pas comment faire, je tombe toujours sur le même type de profil, les mêmes personnes, etc. Dans ces cas-là, ce qu'il faut que tu regardes, c'est au plus profond de toi. En fait, la plupart du temps, surtout les relations, ce sont des miroirs. Donc tu regardes au plus profond de toi, etc. et tu trouves les blessures que tu as à l'intérieur et pourquoi tu attires ce genre de personnes. Donc, et ça peut être par exemple concernant ça peut être aussi concernant, je sais pas, le business, etc. Tu fais des affaires, etc. La prochaine fois, par exemple, je sais pas, entre guillemets, tu te fais potentiellement trahir, et ben, la prochaine fois, tu feras un petit peu plus attention. Et c'est tous ces petits renforcements, tu vois, qui petit à petit vont faire de toi, si tu souhaites évoluer. Voilà. Parce que c'est vrai qu'à force de rechercher, etc., c'est une simple théorie, mais on aurait dit, si tu veux, que il y a des êtres qui sont faits pour évoluer, et il y en a qui sont faits pour fonctionner. Voilà. C'est-à-dire que je parle spirituellement parlant en tout cas. Voilà. Parce que tu peux très bien avoir, par exemple, un gros business, etc. Mais finalement, spirituellement parlant, tu vis une vie horizontale. Voilà. Est-ce que tu comprends un petit peu ce que je veux dire? J'arrive assez. T'arrives un petit peu assez. Je suis pas très très calé sur ça, je te mens pas. Oui. Mais oui, j'arrive à comprendre. C'est un peu aussi tu attires ce que tu projettes, ce que tu rejettes aussi quelque part. Et c'est toi, après la définition pure, que toi t'aurais une définition pure. L'esprit, déjà, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que t'entends par esprit? Déjà. Avant saint. Déjà, qu'est-ce qu'un esprit? Qu'est-ce que c'est que l'esprit pour toi? C'est, dans le monde spirituel des choses, c'est ce qui t'anime, finalement. C'est quelque chose qui, selon moi en tout cas, après je sais pas, mais selon moi, je pense qu'il ne meurt pas. Le corps meurt forcément à un moment donné. Donc quoi, c'est relié à l'âme? Mais l'esprit ne meurt pas. Mais c'est vrai que surtout dans je rebifurque un petit peu, mais dans le domaine du développement physique, de la musculation. La plupart du temps, en fait, c'est vrai que à force d'analyser moi personnellement, tu vois, je vais raconter un petit peu mon expérience sur le sport. Et après, si tu veux, tu raconteras la tienne, spirituellement parlant. Je suis quelqu'un qui pratique maintenant le développement physique depuis une dizaine d'années. Quand on parle en général de développement physique, musculation,
tu vas toujours quand même... C'est un sport où en général, c'est le sport, quand quelqu'un s'y met, c'est qu'il y a quelque chose à combler derrière ou qu'il n'a pas confiance en lui. C'est typiquement ce sport-là. Voilà. Et de ce que j'ai remarqué, etc., c'est que moi, à force de mes recherches, etc., j'ai développé mon physique, et j'en suis content. Quand je me regarde dans la glace, je suis pas bigorexique. C'est un problème d'ailleurs, la bigorexie, surtout en muscu, etc. Tu sais, c'est les gens qui se regardent dans le miroir, mais ils sont énormes, ils se trouvent toujours maigres. Alors moi, personnellement, j'ai jamais eu ce problème-là, tu vois, et j'avais pas particulièrement un manque de confiance. Mais au fur et à mesure des années, quand je voyais que, justement, je faisais des 5-6 entraînements par semaine, et que, en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, si pendant 2 jours je m'entraîne pas, si je vais en vacances, je suis comme ça. Ouais. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le sport, globalement, qui m'a fait déclencher cette recherche, me connaître moi-même, en fait. Voilà, à l'intérieur. Et que ce soit même à la boxe. Je me rappellerai d'une phrase de mon père qui m'a dit un jour, je la retiendrai toujours, il m'a dit, je sortais de l'entraînement de boxe, il me disait, mais en fait, il y a un problème, Max. C'est que, quand tu pars à la boxe, tu vas pour frapper des gens et mettre toute ta colère dedans. Il m'a dit, c'est pas la manière, c'est pas cette manière, il faut pas faire la chose de cette manière-là. En fait, il faut que tu ailles à la boxe et que tu prennes ça comme un jeu avec sagesse. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc c'est vrai qu'après, ma pratique de la boxe, d'ailleurs, a été très différente après ça. Bon, après, j'étais encore jeune, donc forcément, t'as toujours un petit peu, t'es têtu, quoi. Mais c'est vrai que, après, du coup, je suis parti dans le développement physique et en fait, du coup, j'ai commencé à remettre ce vice-là dans le développement physique. C'est-à-dire que, bon, je suis rentré dans une salle, tu te rappelles, on s'était inscrit quoi, en 2016, 2017? Une salle? Bon, quelque chose comme ça. Ouais, on était jeunes. On était jeunes, voilà. Donc, il y avait la part de l'ego, on était jeunes, on n'était pas encore autant développé spirituellement, mais c'est vraiment, moi, quand je suis rentré dans une salle, déjà, ça m'a passionné. J'ai vu cette flamme, j'ai vu que c'était ma place. Donc bon, après, je suis très rapidement tombé dans le vice. Et donc, dans le no pain, no gain, où tu fais 5-6 entraînements par semaine, tu te démontes, tu vois. Même toi, à un moment donné, t'étais tombé un petit peu dedans. Ouais, à un moment donné... Après, moi, je parle côté muscu, tu veux dire? Côté muscu, c'est côté vrai muscu ou côté même sport de manière générale, peut-être la boxe, côté spirituel. En fait, moi, déjà, pourquoi j'ai commencé la boxe? Parce que j'ai fait énormément de foot avant de faire de la boxe. J'ai fait énormément de foot, j'ai dû en faire quelques années, j'en ai fait 5-6 ans. Et ensuite, derrière, il y avait mon grand frère déjà qui boxait. Moi, j'ai une famille de boxeurs de manière générale. Mon père faisait de la boxe, mon grand-père, mon arrière-grand-père boxait, donc je pense que je dois avoir un petit peu ça dans les gènes aussi. Et mon grand frère, du coup, s'était mis aussi à la boxe. Et c'est vrai que moi, de base, je me suis mis à la boxe parce que quand j'étais plus jeune, j'intériorisais beaucoup. Voilà, c'est ça que je voulais en dire. Voilà, j'intériorisais beaucoup. J'étais quelqu'un de très nerveux, très nerveux quand j'étais petit. En fait, j'étais un faux calme. T'as beaucoup de gens qui me connaissaient quand j'étais jeune, même quand j'étais au foot. J'étais pas quelqu'un de très... Et au contraire, j'étais quelqu'un de très calme, de très poli, très gentil. Mais en réalité, tu vois, si tu venais me titiller un petit peu trop, il se pouvait que j'explose et que je pars dans des crises de nerfs. Je me souviens bien ça au collège à l'époque déjà. Que je pars dans des crises de nerfs. Donc c'est vrai que... Et puis même, je voulais apprendre aussi à me défendre aussi quelque part, parce que comme je t'ai dit, je venais des milieux un petit peu modestes, un petit peu populaires. C'était pas la bagarre tous les jours, c'était pas la jungle non plus. Mais j'avais ce sentiment, j'avais ce besoin de... tu vois, je suis un petit blanc, faut qu'on me respecte, faut que je sache mettre une gauche-droite. Quelque part, finalement, c'était gagner en confiance. Surtout que la boxe, pour moi, c'est les sports de combat, c'est ce qui m'a le plus apporté en ce qui concerne vraiment la confiance en soi que par exemple de la musculation. Parce que t'es vraiment dans l'adversité, c'est pas un sport qui est fait pour tout le monde. C'est toi qui m'as mis à la boxe au collège. Ouais, mais ça t'apprend beaucoup de choses. Ça te met dans l'adversité, ça te forge quelque part. Tu te bats contre des gens, c'est pas fait pour tout le monde. Et t'as un petit retour à la réalité aussi, parce que moi, je me rappelle pas, avant de commencer la boxe, je t'ai dit j'étais très nerveux. Et c'est vrai que d'aller au contact avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, ça me faisait pas peur, tu vois. Alors, j'étais un peu foufou. Ça me faisait pas peur. T'as toujours été un peu comme ça, toi. Mais avec du recul, je me dis heureusement que ces gens-là n'ont pas pété un câble et m'ont pas tiré une droite, ou tu vois ce que parce que justement, tu vois, j'étais un minot et je me serais fait allonger, tu vois. Mais j'avais ce sentiment, tu vois, j'étais nerveux, j'étais costaud, j'avais peur de dégâts. En gros, c'est ça le truc, j'avais peur de personne. Et le fait de me mettre à la boxe, de prendre des taquets dans la bouche, ça m'a, tu vois,
ça m'a remis à ma place. Je dis, putain, en Ça fait, t'assagit, en fait. C'est fou, ça. ça t'assagit Moi, de ça a fou. été pareil. De fou, en fait. Et tu prends des taquets, tu dis, ah ouais, en fait, on va y aller mollo maintenant. Ouais. En fait, Et du coup, maintenant, la je suis bagarre, très respectueux de tout le la monde. bagarre, en fait, c'est pas que regarder l'UFC en tant que spectateur. Tu vois. C'est ça, C'est tu quand vois. tu mets les gants, c'est différent. Ouais, c'est ça. Et puis même, quand tu prends pas de coups, tu sais pas ce que ça fait. Donc, tu te dis, je suis intouchable. Et crois-moi. Mais tu vois, spirituellement parlant, ça t'a quand même, tu y es allé pour, tu vois, dans la manière, là, quand on parle spirituellement parlant, t'es quand même allé pour combler une certaine chose. C'est ça, exactement. Pour avoir un peu plus de respect d'autrui, avoir du respect et je te mens pas que après, on va te dire, ouais, on me connaissait, machin, nanana, mais on bronchait pas avec moi. Alors, on savait que on m'entraînait un peu à droite, à gauche, machin, et je savais que j'avais un peu de punch, je tapais un peu fort. Ça bronchait plus. Voilà, tout simplement, ça bronchait plus, ou alors ça bronchait, c'était vraiment que c'était allé parti loin, ou que c'était parti loin, ou que t'avais vraiment pas le choix. Encore une fois, je le dis, mais tu vois, ça a été un artifice, parce que le sport est un outil, c'est un artifice pour combler une certaine chose. Voilà. C'est ça. Ça peut être, tu peux très bien faire du tennis ou quoi que ce soit. Et ouais, Et donc, moi, personnellement, tu vois, bon, tu m'as mis à la boxe, etc., ça m'avait vachement aidé, mais c'est pareil, la boxe, je l'utilisais, pour frapper des gens, en fait. C'était le problème, c'est que j'y allais pour frapper des gens, pour extérioriser la colère. D'ailleurs, c'était l'une des premiers trucs. Tu te rappelles qu'au collège, j'étais ultra nerveux. Et en fait, mon père m'a dit, je vais te mettre à la boxe parce que c'était trop nerveux. Et au final, du coup, après, je l'ai évidemment pratiqué d'une autre manière. Aujourd'hui, quand je mets les gants, c'est d'une autre manière. Voilà. Parce qu'avec le recul, etc. Et une fois, quand je suis tombé, quand je suis tombé dans la routine de la salle, 5-6 entraînements par semaine, et il y a un terme, aujourd'hui, je crois que ça s'appelle les gym rats. Ça veut dire en gros ceux qui passent leur vie à la salle, tu sais, c'est typiquement les gens en capuche, tu vois, qui vont faire des élévations latérales, qui vont mettre ouais, elle m'a trompé, je sais pas quoi, tu vois, c'est un petit peu le truc. En fait, la solution, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que la solution, moi je pensais pendant des années, et ça j'ai eu le recul, ça fait des années que je fais des recherches sur le spirituel et me connaître, et du coup ça m'a permis de comprendre que la musculation avait permis de me donner beaucoup de réponses, mais pas toutes les réponses. Et j'ai compris pourquoi est-ce que je me suis forgé un physique. J'ai compris pourquoi est-ce que j'étais tombé, on va dire, dans le vice de si je m'entraîne pas, je vais commencer à trembler de la main. Tu vois, si je fais pas mes 5-6 entraînements par semaine, en réalité, j'utilise ça comme un médicament. Ton shot de dopamine, imagine ça comme de la bouffe. C'était un échappatoire. Un échappatoire. C'était un échappatoire. Et ça, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, et ça, c'est les 3/4 des gens qui font de la musculation, c'est le cas. Alors que le temps que tu passes à la salle, finalement, aujourd'hui, je me rends compte, n'est pas forcément proportionnel à ta progression. Ouais. Voilà. Et ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'ai beaucoup d'amis à moi qui font de la salle, qui m'ont dit, en fait, le truc, c'est que la salle, c'est le seul endroit où je me sens chez moi. Et là, je trouve qu'il y a un problème. Quand tu vas à la salle, par exemple, pour te panser une plaie éphémère, et pour qu'après, parce que moi, c'était mon cas, hein, j'allais à la salle, aujourd'hui, j'ai compris, je sais d'où vient cette blessure, etc., à mon intérieur, dans mon intérieur, à force de me connaître. Mais quand tu vas à la salle, par exemple, pour te mettre cette petite baume éphémère, t'es tout content, tu sors d'entraînement, t'es tout content, mais qu'à la fin, en fait, le soir, tu recommences un peu, et le lendemain, t'es encore, hop, il faut absolument ton entraînement. Quand c'est un médicament, c'est pas la bonne manière de voir les choses. La musculation ne doit, en tout cas, ce sport-là, moi, je parle de la musculation parce que je suis spécialisé là-dedans, ne doit pas être le cœur de ta vie. Voilà. Et c'est vrai que c'est pour tous les sports. Ouais. Ouais, je pense, parce que même moi, pour la boxe, c'était la même chose. La boxe, c'était la même chose. Il y a eu un moment donné où je m'entraînais même 2 fois par jour, alors que j'avais les études aussi à côté. Je faisais taekwondo boxe, ou alors je faisais muscu boxe, et puis quand j'allais pas m'entraîner, bah putain, je sortais les haltères, je me mettais dans le salon, je me mettais à faire des pompes. Ça, voilà. Mais après, je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup apporté. Quand t'es jeune, je pense que tu peux le faire, ce genre de choses, parce que ça te permet aussi de te maintenir dans le droit chemin. Après, il faut commencer à penser justement à réfléchir à ce qu'il y a autour de ton sport. C'est ça. Ton sport doit être un outil, mais ta routine ne doit pas appartenir à ton sport. C'est ton sport qui doit faire partie de ta routine en tant qu'outil. Et comme je l'ai expliqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 30 secondes, ça ne doit pas être le cœur de ta vie. Et après, je pense que quand t'es jeune, voilà, faut pas trop non plus se monter le bourrichon. Si tu fais du sport de cette manière-là, je pense que c'est mieux de faire ça que d'aller au lycée, c'est pas compliqué. Que d'aller au charbon, tu vois, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, tu penses projet, tu veux mettre ton énergie, surtout nous qui sommes expérimentés, on va fatiguer. C'est bête, mais une séance de musculation, si on la fait tous les deux, elle va beaucoup plus nous fatiguer que quelqu'un qui commence.
Ce qui fait qu'on a besoin de cette énergie nerveuse. Le système nerveux met beaucoup plus de temps à récupérer que les muscles. On a besoin de cette énergie nerveuse pour être productif sur nos autres projets. C'est ça. Et il y a un truc que je voulais vraiment, il y a un truc qui est super important quand je vais parler de philosophie applicative, c'est que aujourd'hui, surtout dans le développement physique, comme je te l'expliquais, il y a beaucoup de contenus qui sont, stoïcisme à fond, je suis un guerrier, je vais à la salle. Écoute, d'accord, t'es un guerrier, tu vas à la salle. Écoute, tu vas soulever de la fonte dans un espace climatisé. Voilà. Ouais. Donc, c'est très bien de le faire. Et moi, j'encourage tout le temps les gens à aller à la salle, etc. Néanmoins, j'ai toujours dit aux gens que je suivais, franchement, quand je voyais qu'ils commençaient à tomber dans le vice, je dis attention. Parce que là, c'est plus ton mal intérieur qui va te faire du sport pour que tu aies ce pansement éphémère, justement, qu'autre chose. Non, il faut que la pratique soit saine. Aujourd'hui, personnellement, je suis environ, je suis plus du tout à 6 entraînements par semaine, je suis à entre 3 et 4 entraînements semaine, et plus si je fais du sport de combat. Et franchement, c'est beaucoup plus sain. Et en fait, automatiquement, ton physique, à côté de ça, physiquement parlant, donc tu exploses. Et le problème, c'est que ce genre de personnes-là, parce qu'il y en a énormément, il faut savoir que quelqu'un qui fait de la musculation, comme j'ai expliqué, c'est pas qu'il est, tu peux être très sain d'esprit, je dis pas, évidemment, faut nuancer encore. Mais la plupart du temps, c'est que tu as un certain besoin de validation sociale. T'as un besoin d'être validé socialement, t'as un besoin de combler quelque chose. Le problème, c'est que cet artifice-là ne va pas te combler. Là où tu vas réussir à combler, c'est que tu vas répondre à tes questions à l'intérieur, et ici, et par rapport à ton système de causalité. Et ça, la plupart du temps, je vois que c'est le mot. Et c'est là où, justement, je fais une dédicace au podcast Mécanique de la vie, on en parlait tous les deux, le système de causalité. Donc je vais me permettre justement de prendre mon téléphone, parce que j'ai noté évidemment, pas mal de choses. Mais regarde, le système de causalité, ça c'est extrêmement important. Et à chaque fois que j'écoute du coup des gens qui font de la musculation ou quoi que ce soit, et qui te racontent leurs blessures de l'âme, souvent on me raconte on te raconte un petit peu les blessures, etc., leur vécu, c'est souvent dû au système de causalité. C'est l'ensemble des causes visibles et invisibles qui déterminent une situation, une émotion, un schéma de vie, une réaction. Voilà. Donc en fait, on est dans une lecture systémique, spirituelle, transgénérationnelle. Je vais donner un exemple, je sais pas, par exemple, toi, t'as un mauvais rapport avec les femmes. En fait, il faut que tu regardes, par exemple, dans ta famille, dans tes ancêtres, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et très souvent, la blessure de l'âme des gens, elle provient de là. C'est dû au système de causalité. C'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à se renseigner dessus. Ce n'est pas en voulant avoir de la validation sociale, en partageant des phrases de rappeurs, par exemple des punchlines qui vont te créer un levier émotionnel. Les émotions, elles sont bien. Je dis pas qu'il faut être stoïque, tout ça. Et aujourd'hui, on dit de ne plus avoir d'émotions. Il faut les manager, ces émotions. C'est ça qui est le plus important. À partir du moment où tu les conscientises, c'est là où tu as tout compris. Voilà. Mais c'est un travail, hein. La vie, c'est un jeu d'endurance. C'est pas en partageant, si tu veux, des choses comme par exemple, je souffre donc je souffre à cause de toi donc je pousse plus lourd à la salle, etc. C'est pas en partageant et en voulant de la validation sociale que justement tu vas trouver le problème. Le problème, il est à l'intérieur et c'est là qu'il faut le chercher. Et en fait, ton âme, c'est pour ça que je disais que tu as des êtres. Enfin, je sais pas que tu as des êtres, c'est potentiellement, je dirais que tu as des êtres qui sont faits pour évoluer, d'autres pour fonctionner. Il y en a qui vont le comprendre. Et t'en as qui vont utiliser justement, t'auras beau leur l'expliquer, leur parler, etc. Non, ils vont continuer quand même à faire ce genre de routine. Et au bout de 10, 15 ans de musculation, etc., après avoir eu un bon physique, etc., ils se rendront compte qu'en fait, ou même peut-être pas, qu'il n'y a pas que ça. On vit, surtout spirituellement parlant, dans la vie pour se légitimer à recevoir. L'âme doit se légitimer à recevoir. En fait, nous, on est de racines chrétiennes. Donc après, en fonction de les croyances, etc., il faut comprendre l'univers, Dieu, ses paramètres et son système. Voilà. Et pour moi, l'ultime richesse, elle vient à partir du moment où tu as compris qu'est-ce que Dieu, entre guillemets, veut de toi. Voilà. Jésus, c'est ce qu'il dit dans la Bible. Pour nous les chrétiens, il dit, je veux pas vous faire des miracles, mais je veux que vous compreniez. Voilà. Donc l'âme doit se légitimer à recevoir et elle doit s'exorciser. Voilà. Et à partir du moment où tu arrives à comprendre, où tu te connais toi-même, et tu comprends pourquoi est-ce que, par exemple, dans les relations, tu attires ce genre de relations, pourquoi est-ce que tu attires ce genre de situation, pourquoi est-ce que dans le boulot, je me fais virer au bout de 2 mois spécifiquement. Regarde ton système de causalité, analyse tes blessures, et fais tes propres recherches. Encore une fois, c'est une question de curiosité aussi intellectuelle. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Ça peut être très bien par les livres, tu peux avoir de très bonnes choses à apprendre, des podcasts, en l'occurrence,
et même des consultations. Faut pas avoir honte. Par exemple, tes kinésios, t'en as qui sont excellents. C'est ce que j'avais fait au tout début. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. C'est pas en mettant, par exemple, des phrases. T'as des gens, quand ils partagent des phrases de rappeurs ou du contenu, je souffre, donc je pousse plus lourd. Ou alors tu as, je sais pas, leur routine, etc. Nanani. En fait, tu découvres que finalement, ces gens, 10 ans après, ça a toujours pas changé. Ouais. Et je le sais parce qu'en fait, je le vois de mes propres yeux. Ouais. On en discute d'ailleurs souvent de ça. Après, on a du mal aussi à se défaire de notre image de... Moi, je le sais pour les combattants. Du coup, ça le fait pour les combattants, ça le fait aussi pour moi d'ailleurs. On m'a beaucoup vu en boxeur. Et quand t'arrêtes la boxe, on va dire le combattant qui arrête, bah, tu sais, t'as beaucoup de mal à arrêter, à te repositionner dans la société. Pourquoi? Parce que dès qu'on te voit, alors le boxeur, Ouais. tes combats, tes trucs, t'es là, ah ouais, mais bon, tu sais, t'as toujours ce besoin de te justifier. Non, mais bon, c'est parce que voilà, j'ai d'autres projets à côté et tout, mais tu sais, tu prends un coup, je sais pas comment t'expliquer ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, t'as cette image-là, t'as du mal à t'en détacher. En fait, ça te pousse à... Et en fait, les gens te font une identification. Ouais. Dans leur mental, leur identification mentale de toi, typiquement, c'est super intéressant ce que tu dis en vrai, parce que là, du coup, tu vas me faire... Putain, mais moi, par exemple, on me voit comme le mec de la muscu, qui passe sa vie à la salle. Ouais. Et c'est plus le cas, les gars. C'est ça. Aujourd'hui, j'aime toujours autant ce sport. J'adore ça. Et la boxe, c'est pareil, je reviendrai toujours vers, parce que c'est vraiment des sports de combat, tu reviens toujours vers, parce que t'as toujours un petit peu besoin à un moment donné, en tout cas, quand on a fait beaucoup. Mais on m'identifie toujours au mec qui fait de la salle. Mais en réalité, aujourd'hui... Il n'y a pas que ça. Moi, quand je vais à Aix, par exemple, à Aix, ils ont pas vu, justement, ils se sont arrêtés à l'évolution de ce que je parlais tout à l'heure. Quand je suis parti, c'est ce qui m'a permis de me développer. Bah, ils sont toujours restés aux gars, vas-y, qui s'entraînent 10 fois par jour, Je te jure. ouais, qui boxent, qui envoient des pralines. Ils sont restés sur ça. Du coup, quand je vais là-bas, c'est, alors le boxeur, allez, les combats, Ah non, en fait, mon poteau, oui, la boxe, je continue, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Il y a pas que ça, en fait. Il y a pas que ça. Je suis en train de développer autre chose. Mais t'as toujours ce sentiment, t'as toujours ce truc, t'as besoin de te justifier, tu vois. C'est ça qui est assez fou. Moi, c'est pareil, tu vois. T'as toujours besoin de te justifier, en fait. À l'époque aussi, on m'avait un petit peu identifié comme celui qui fait de la salle et celui qui fait de la boxe et tout. En même temps, au collège, on était un petit peu ça, hein, tu sais, les mecs qui font de la boxe, etc. Mais c'est vrai que moi, c'est pareil. On m'identifie toujours au mec qui fait de la boxe et tout. Alors, tu vas toujours 6 fois par semaine à la salle, etc. Bah, franchement, les gars, aujourd'hui, j'y vais genre... Et je me régale, hein. Je suis toujours autant passionné. Après, hein. on est quand même des personnes, on est quand même très sportifs. Non, mais on est extrêmement sportifs. Attention. Quand je dis que c'est pas l'entraînement, en tout cas en musculation, développement physique, c'est pas l'entraînement qui fait tout, c'est ce qui englobe. Ça veut dire que dans votre journée, vous devez être actif, vous devez faire des choses, voilà. Mais ça, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas en faisant, genre, par exemple, 6-7 fois de la salle par semaine, mine de rien, que votre progrès va être proportionnel justement au temps que vous passez. Et moi, je l'ai découvert bien après, surtout qu'en plus, mine de rien, pour les autres trucs, comme je te l'avais expliqué, tu te fatigues énormément. Moi, je me suis fatigué énormément. Je me suis énormément fatigué. Voilà. Mais en fait, j'ai découvert le pourquoi du comment j'avais ce besoin absolu d'aller à la salle. Et en fait, ça venait justement de mon système de causalité, de ma blessure intérieure. Voilà. J'ai revu en spectateur mon passé, tu vois, pour justement revisualiser un petit peu mon présent, parce que c'est le présent qui va me créer mon futur. Voilà. C'est là qu'en fait, j'ai découvert justement que en fait, c'était littéralement le sport était devenu un médicament. J'avais regardé en plus une vidéo qui était super intéressante. Je crois que ce youtubeur, il s'appelle juste Samy. Il est pas très connu, mais il fait des vidéos vraiment quali. Et en fait, t'as pareil en course à pied. T'as des gens, ils sont pareils en course à pied. Tu sais, c'est 6 fois par semaine. C'est tous les jours. Et en fait, ça devient maladif. Tout simplement. Je trouve que je vais voir un petit peu si on peut aborder d'autres sujets avant de terminer le podcast. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Oui, j'avais noté quelque chose d'important aussi. Chaque jour suffit sa peine, chaque chose que tu capitalises. Ah oui, ça, entre guillemets, en gros, si tu veux, un esprit sain, c'est celui, en fait, qui va prendre une expérience comme du capital spirituel. Voilà. En relation, en situation, etc. Ok, elle m'a fait du mal. Ok, ok, il s'est passé ça. Ok. Aujourd'hui, tout ça, ça fait partie de mon capital spirituel. C'est-à-dire que mon esprit, il s'est renforcé. Et je retournerai plus dans cette spirale infernale. Ouais, tu vois, le truc. En fait, imagine ça, t'as vu le Pokémon? Ouais. Imagine comme un Pokédex, tu vois. Ouais. À l'époque, tu jouais à Pokémon, il y avait un nouveau Pokémon qui apparaissait, bon déjà t'as envie de le capturer. Ouais. Mais après, il apparaissait dans ton Pokédex. En fait, c'est la même chose. Donc imagine qu'en fait, la vie, c'est ton Pokédex, tu améliores ton capital spirituel. Et en fait, en même temps,
tu augmentes tes stats. Je sais pas, comme dans un jeu vidéo, force, intelligence, etc., etc. Des expériences. C'est, on va dire. Généralement, même si tu vois ceux qui ont des problèmes assez tardifs, pardon, enfin qui ont un certain âge avancé, parce qu'en dessous de la vingtaine, je considère pas ça comme des problèmes, mais quand ils ont, typiquement comme mon petit frère que je connais, aujourd'hui il a quand même 24 ans, tu vois, par exemple, qui ont des problèmes, on va dire, relationnels, côté amoureux. Effectivement, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas, c'est des gens qui n'ont pas eu beaucoup d'expérience. Faut savoir une chose, je préfère juste préciser, Poulet, c'est que il faut comprendre que la plupart du temps, j'invite les gens vraiment à lire Les 5 blessures de l'âme. C'est vraiment un livre qui est super de Lise Bourbeau. La plupart du temps, les blessures, elles vont se réveiller en relation affective. La plupart du temps. En situation, ça peut être très rare. Mais par exemple, néanmoins, si t'es viré tous les 2 mois, etc., de ton travail à chaque fois, tous les 2 mois, il y a quand même des questions à se poser. Je te parle en philosophie applicative. J'en connais en plus. Voilà. Dans la mécanique de la vie. Il y a des questions à se poser sur ton système de causalité. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment un sujet extrêmement important. Et ça, c'est très sous-estimé. Très sous-estimé. Je pense qu'on est quand même pas trop mal. Ouais, pas trop mal. Après, peut-être qu'on reviendra sur pas mal d'autres sujets, on verra. Voilà. De toute façon, on fait le podcast pour parler. Est-ce que t'as une fois par mois. Est-ce que t'as une conclusion? Je pense que la conclusion spirituelle, c'est toi qui devrais la donner, parce que moi, je suis pas non plus hyper calé dessus, quoi. Parce que alors, chaque chose qui arrive dans notre vie n'est jamais faite par hasard, et que c'est fait pour justement, pour se connaître beaucoup plus soi-même. Chaque chose est faite pour s'éprouver. Et en fait, faut imaginer que voilà, chaque chose était fait va s'ajouter, chaque chose que tu vis, que ce soit n'importe quelle situation, c'est pour augmenter ton capital spirituel jusqu'à se légitimer à recevoir. Et lorsque tu te légitimes à recevoir, à ce moment-là, je pense que j'en suis persuadé, je suis pas arrivé à ce niveau-là parce que c'est un jeu de toute une vie. Je pense qu'à ce moment-là, ton âme sera exorcisée et je pense que tu attireras ce que tu veux parce que tu ne saigneras plus. Donc, voilà. Je pense qu'on peut conclure sur ça. Merci Max. Je te remercie aussi.